Je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à vivre en Nouvelle-Zélande, si on ne gagnait pas ce match. J'hérite d'une équipe championne du monde en 2001. On est en 2005, j'ai toujours rien gagné. Et je sais à ce moment-là, s'il y a un nouvel échec, ça sera le dernier pour moi. J'ai passé tellement de nuits sans dormir à réfléchir aux décisions à prendre. Il fallait gagner. Il fallait absolument la gagner, cette course. S'il ne gagne pas, c'est fini. L'histoire s'arrête. Je fais deuxième avec Monodou, c'est terminé. C'est bien clair. On en revient un peu à la discussion de ce matin. Qu'est-ce que c'est un coach? Alors, 3 questions, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est un coach? En France, en Angleterre, c'est le même terme. En France, il y a entraîneur et coach. Et par rapport aux derniers propos, comment est-ce que le coach, en tenant ce genre de propos, s'implique dans les résultats de son athlète et ne vit pas un exutoire à travers son athlète? 3 questions. Alors attends, vas-y, je balance. Balance. Il y a plein de mots, hein. Vous allez entendre plein de mots. Je vais faire référence un petit peu à tout l'historique de tout ce dont on parlait un peu ce matin. Quand je suis arrivé à 14 ans, quand tu arrives dans un groupe à 14 ans, 2 choses. Il faut que le coach, déjà il soit légitime. Ça, c'est le premier mot. Il faut être légitime. Donc comment est-ce qu'on est légitime? Plein de moyens. Exemplarité, résultats. Deuxième truc, quand tu arrives à 14 ans, il faut faire confiance a priori au coach, parce que c'est une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Moi, j'aurais été incapable de savoir comment m'entraîner, le nombre de bornes à faire, les exercices, etc., etc. Et le contrat, c'est que normalement, le coach fasse confiance a priori à l'athlète également. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on commence à s'entraîner. Pour s'entraîner correctement, il faut un cadre. Un cadre d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire un cadre d'entraînement? Ça veut dire qu'on installe des notions comme le respect, par exemple. Le respect envers l'entraîneur, le respect envers les membres du groupe, le respect envers l'adversaire. Le respect, ça revêt des notions assez simples finalement. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, si on était en retard plus de 5 minutes à l'entraînement, on te virait de l'entraînement et tu perdais ta journée de salaire. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil dans tous les compartiments de la société, mais encore une fois, tu n'es pas en retard à l'entraînement, tout simplement. Et le coach, c'est encore pire. Pour moi, un bon coach, un coach qui est exemplaire et donc légitime, c'est un type qui arrive avant les athlètes et qui repart après les athlètes. C'est aussi simple que ça. Je parlais avec quelqu'un qui était chez les militaires. Les militaires, il y a un côté parfois un peu pousse-caillou, mais il y a un côté qui est très vrai et qui marche dans tous les compartiments de la société. Le mec qui est au-dessus de toi, il a les pompes mieux cirées que toi. Il a toujours la coupe nickel. Et en plus, tu le vois parce qu'il a tout le temps les galons, donc tu sais direct que le mec, il est au-dessus de toi. Tu vois, nous, si on devait porter toutes nos médailles, ça aurait été un peu compliqué. Toi. Une fois qu'on a parlé du cadre d'entraînement, le coach, c'est celui qui définit un cap aussi. C'est celui qui est là pour dire, bon, bah, les jalons, ils vont être à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, quand t'es gamin. Quand tu vieillis, quand tu commences à avoir un petit peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles, le cap, il est défini ensemble. En début de saison, on te dit, bon ben voilà, tu as envie d'atteindre quel objectif? Ok, tu veux être champion du monde, champion olympique, peu importe, tu veux participer aux Jeux olympiques, aux championnats régionaux, comment on fait? Ben moi, je pense qu'il faut aller là, 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 là. Il faut participer à telle compétition, telle compétition, telle compétition. D'autant plus qu'en natation, tu peux pas faire autrement que d'avoir un coach. C'est pas un sport où tu peux, à la limite, te dire je peux me débrouiller un petit peu tout seul. C'est de la répétition de mouvement, donc si tu es décalé de quelques centimètres, tu commences à faire n'importe quoi, tu peux te blesser très rapidement. Et comme tu peux pas te voir directement de l'extérieur, c'est très compliqué. Une fois que tu as défini le cap, je pense qu'il reste... Il y a beaucoup de choses, hein, il n'y a pas de formule magique, mais je pense que le truc
dont on oublie souvent de parler, c'est la passion. Le coach, c'est censé être la personne qui transmet également la passion, qui va emporter. Ça fait partie de donner le cap, mais souvent, ce sont des gens qui sont, entre guillemets, dans la même galère que vous. Ils ne gagnent pas des milliers et des cents, ils ont un rythme de vie où au niveau privé, parfois, au niveau amour et compagnie, c'est un peu compliqué parce qu'ils sacrifient une grande partie de leur vie pour leur passion. Ce sont des gens qui sont passionnés. Donc arriver à transmettre cette passion et à le faire de manière pédagogue, ce dont on parlait, et je pense de la plus claire possible, avec une communication qui soit où on est bienveillant. Ça, c'est le dernier mot. Ça ne veut pas dire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, encore une fois, ça ne veut pas dire être naïf. Être gentil, c'est pas être naïf. Mais vouloir le bien des gamins ou des gamines pour lesquels... et avec lesquels on est toute la journée. Ça fait beaucoup de notions, mais désolé. Alors, moi, j'ai plus d'expérience de coach qui m'ont coaché que mon expérience toute jeune de coach national. Mon premier coach, ça, je ne vous l'ai pas dit, c'était mon papa. Donc, imaginez les problèmes de relations père-fille, qui sont quand même non négligeables. Et puis un jour, mon père m'a dit, je devais avoir 16-17 ans, on est sorti d'un entraînement où de toute façon il me demandait de faire une chose, je faisais l'inverse, quasiment exprès, parce que c'était très drôle. Et un jour il m'a dit, il faut qu'on arrête, j'ai plus le niveau, et je suis plus à ma place, parce que je suis ton père, et je peux pas tout faire. Donc... alors j'ai envie de dire, ça a été mon plus grand coach finalement, parce que c'est lui qui m'a permis d'aller voir ailleurs. Et c'est là où être un bon coach, c'est savoir se remettre en question et savoir dire, là je ne sais pas, donc soit je délègue complètement, soit je me renseigne et je vais choper des informations ailleurs. Donc être un bon coach, pour moi c'est ça déjà. Ensuite je suis allée travailler avec, j'ai enchaîné avec Anne, qui s'est occupée de moi pendant pas mal de temps, et là... après, c'était plus des problèmes relationnels, encore une fois, parce qu'avec mon père aussi, c'était relationnel finalement. Mais encore une fois, en discutant, peut-être après avec plus de recul, mais elle a réussi à me guider et à m'emmener vers un autre coach. À ce moment-là, j'avais besoin d'un coach ultra technique, donc qui m'a apporté des bases, une structure technique qui m'a permis ensuite de m'appuyer dessus pour gagner. Donc à ce moment-là, le bon coach, il est, en tout cas pour moi à ce moment-là, c'était un très bon technicien. Et puis après, je pars aux États-Unis et j'ai besoin d'autre chose, puisque la technique, au bout d'un moment, c'est bon, je la maîtrise, plus ou moins, mais plutôt plus que bien. Je fais avec mes atouts, et là j'ai besoin de toucher autre chose, j'ai besoin de toucher... Qu'est-ce que c'est que le très haut niveau ? C'est l'ultra-précision à l'entraînement, la recherche permanente de la qualité dans chaque coup à l'entraînement, pas en compétition, mais comme chaque brassé, ou je ne sais pas comment on dit, c'est au millimètre, et puis tout est réfléchi, tout est échangé avec le coach. Donc là, c'est un coach qui est plus dans la précision et dans la minutie, et aussi sur soi, parce qu'il m'a fait découvrir des choses sur moi que j'ignorais. Donc un bon coach, c'est ça aussi. Et puis après, parce que la carrière évolue, là j'ai besoin de mon dernier coach, plus dans le côté plaisir, etc., où là on a travaillé d'autres choses. Tout ça pour dire que pour moi, un bon coach, il est bon à un certain moment avec certains athlètes. Un très bon coach ne peut pas être le très bon coach de nous tous. Je crois qu'il y a vraiment une notion importante, parce que dans le golf, on le voit beaucoup. Les gens vont voir des coachs parce que les coachs sont à la mode. Non, on ne va pas voir un coach parce qu'il est à la mode, on va voir un coach parce qu'il répond à nos questions et à nos attentes. Il a une manière de travailler qui nous correspond à un certain moment dans notre carrière. Voilà, donc après, ça c'est mon expérience de joueuse par rapport à mes coachs. Aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté et je me rends compte que c'est très difficile aussi.
et que c'est difficile de répondre à toutes ces questions. Maintenant, nous, on a la chance de pouvoir faire venir des spécialistes qui nous confortent ou qui répondent à nos propres questions d'entraîneur. Donc voilà, pour moi, un entraîneur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a une connaissance du métier, du sport en lui-même, technique évidemment, et qui est capable surtout d'aller pêcher des informations ailleurs, tant auprès de sportifs qu'auprès de d'autres coachs. Donc il y a une forme de curiosité par rapport à sa discipline à avoir aussi. Je pense que tu réponds complètement à la question tout au long de ta réponse. En fait, c'est tellement compliqué d'avoir toutes les cartes en main qu'en fait c'est juste impossible. Est-ce qu'on a besoin que d'une seule personne, que d'un seul coach, que d'un seul manager pour performer? Ça paraît quand même très compliqué. Quand vous arrivez à très très haut niveau, peu importe le sport collectif ou individuel que vous pratiquez, vous avez plusieurs personnes autour de vous qui remplissent plusieurs rôles, parce que c'est impossible d'avoir toutes les cartes en main à la fois et d'être toutes ces personnes-là. Premièrement, vous n'avez pas le temps, et puis après, vous avez peut-être des affinités et des connaissances, une expertise dans chaque domaine, comme tu le disais. Alors, il y a peut-être de ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on est de parcours et de si différents, finalement. Parce qu'un bon coach, est-ce que c'est peut-être pas tout ça à la fois? C'est un entraîneur, c'est un technicien, c'est un mec qui prend les temps, c'est un mec qui va chercher la topographie, c'est un type qui va vous masser, qui est présent. Est-ce que votre coach, c'est pas vos parents, vos amis, votre entraîneur, votre psy, votre kiné et vous-même à la fois? Je pense qu'il y a de ça. Et même dans les sports individuels, parfois, ça nous arrive d'être en équipe, mais même dans les sports individuels, vous n'êtes jamais seul. Quand vous voyez Onesta ou n'importe qui au bord du terrain, il n'est pas seul. Hein. Ils sont 4-5, hein, minimum. Parce qu'il y a le médecin, parce qu'il y a les assistants coachs, etc., etc. C'est pareil pour la natation. Question sur ce sujet? Oui, en bas. Moi, j'ai une grosse question par rapport au fait que sur certaines formes d'entraîneur, de coaching, je dirais directif ou en tout cas très interventionniste, la difficulté après de redonner au sportif son autonomie sur le lieu de la performance. Chez nous, en équitation, on a des détentes, donc on dit fais ça, fais ci, etc. Et comment faire en sorte que l'athlète ne soit pas dépendant de cet aspect-là? Alors, je pense qu'effectivement, ça, c'est une question que je rencontre souvent. C'est pas facile d'être coach. Je suis pas là pour défendre les coachs, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal avec qui je me suis pris la tête. Hein, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut évoluer avec l'athlète. Au début, je pense qu'effectivement, c'est la même chose pour nous. C'est exactement la même chose. On est comme, on donne la béquille. Mais à un moment donné, il faut que l'oiseau, il s'envole. Avant, il faut lui donner la béquille, parce que si on ne le donne pas, il faut faire attention à ces pièges excessifs. Dès qu'on est dans l'excès, donc il y a ce moment-là obligatoire. Moi, personnellement, j'ai été me former et on m'a donné la béquille au départ. Je ne savais rien faire. Donc il faut bien que quelqu'un m'apprenne et me guide et me prenne la main. Et effectivement, au fur et à mesure, c'est ce qu'on disait, ce que je rappelais, on va prendre de la distance. Hein? Mais pour ça, il faut que l'autre soit prêt à partir. Alors, on évalue, on voit, on espace, on voit ce que ça donne, on le laisse faire, un peu comme un enfant, vous savez, quand je sais pas, peut-être que certains n'ont pas encore d'enfants, moi j'en ai 3, mais quand je leur ai appris à mettre la table, il manquait toujours des choses, oui, mais c'est normal. Hein, quand on a appris à marcher, on s'est cassé la figure. Non, mais on oublie ça. Ces moments-là sont des moments tellement riches d'expérience. Parce qu'à ce moment-là, on ne se sentait pas humilié quand on n'y arrivait pas. Hein. On se levait. C'est comme quand on a appris à parler. Hein. C'est après, avec l'environnement, qui nous a dit on n'a pas le droit de se tromper, etc. Donc même vous, les coachs, vous avez le droit de vous tromper. Même nous, on a le droit de se tromper. Maintenant, on n'a pas le droit de rester dans la tromperie. Hein. On n'a pas le droit d'être dans la tromperie. Hein. Faut sortir de cette illusion. Moi, j'aime bien le monde réel. J'aime bien la réalité. Elle est beaucoup plus confortable
Hein. Il y a des choses, on va évaluer au fur et à mesure. On ne sait pas à quel moment on peut lâcher, mais on y va délicatement. Hein. Et effectivement, vous avez raison, moi je le vois sur certains athlètes qui se retournent et qui sont perdus. Donc non seulement il faut qu'on les autonomise, il faut qu'ils soient indépendants sur leur choix, leur prise de décision, parce que quand je vois des athlètes se retourner, parce qu'à un moment donné, ils sont en difficulté, et on revient sur cette notion de difficulté qui n'est pas acceptable, eh bien l'athlète ne va pas la gérer, la difficulté, à ce moment-là. Il ne va pas la gérer parce qu'il n'est pas capable, il a le potentiel, mais on ne l'a pas développé. Donc cette autonomie, on l'acquiert parce qu'à un moment donné, il se retrouve en difficulté, il se ramasse et il va se relever comme les bébés, comme on a fait au début de notre histoire. Si on ne permet pas ce passage-là, c'est pour ça que l'échec, la défaite, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Parfois, ce passage-là, il est obligatoire pour se construire comme un enfant. Si on considère qu'on est dans l'apprentissage, mais on ne peut pas apprendre sans se ramasser par terre, ce n'est pas possible. Et on a tous peur de ça. Parce qu'effectivement, on est jugé sur nos résultats, rassurez-vous, nous aussi. Hein. D'accord ? Oui. Parce que je peux vous dire que quand ça avance pas vite, ta psy, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ben c'est ça tes résultats. Eh ben dis donc, hein, change de psy, hein, parce que si c'est pour faire ça, moi je peux faire pareil. Ah puis elle t'a dit ça, ta psy, moi je te dis pareil. Alors oui, effectivement, hein, si on dit à un athlète qu'on travaille sur la confiance ou tout ce qu'on a vu, nous ce qu'on apprend, c'est à savoir faire. Hein, c'est comme vous. Vous leur apprenez à savoir faire. Hein, vous leur donnez pas juste des indications comme ça. Donc c'est pareil pour nous, quand on leur apprend à savoir faire, à un moment donné, on dit vas-y, vas-y. Moi, j'ai des athlètes qui s'agacent après moi, qui sont en colère après moi, parce qu'à un moment donné, oui, je prends le risque, je considère qu'ils sont capables de faire ça seuls, sans moi, et je ne répondrai pas à la question. Donc, je peux vous assurer qu'ils s'agacent après moi. Je vous promets. Mais comme j'ai affaire à des gens intelligents, moi, j'ai la chance, une chance énorme, c'est que les gens viennent me voir s'ils ont envie. Ils ne sont pas obligés. Donc, c'est magnifique. Donc, ils peuvent partir, c'est leur choix. Je n'ai jamais vu un athlète de haut niveau partir parce que je l'agaçais. Parce que derrière, il entend ce que je suis en train de lui dire. C'est que tu es capable, tu as peur, tu es mort de trouille, tu trembles, mais tu vas y aller parce que tu es capable. Et si tu n'es pas capable ce jour-là, on travaillera. On travaillera encore et encore jusqu'à ce que tu sois capable. La différence, c'est qu'on ne juge pas. On ne va pas juger. Tu t'es ramassé, ça fait partie de ton apprentissage. Mais tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris ? La dernière fois, je regardais une vidéo avec une athlète, qui est une de nos numéro 1, qui est une numéro 3, top mondial. Et elle regardait sa vidéo et elle était là tout le temps. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu regardes là ? En fait, elle ne regarde que ce qu'elle n'a pas réussi à faire, ok ? Mais elle n'a pas vu tout ce qu'elle a réussi à faire. Elle n'a pas vu quand l'autre était en difficulté en face. Elle n'a rien vu. Rien. Elle a regardé que ce qu'elle ne savait pas faire. Seulement, elle a oublié un mouvement qu'elle n'a jamais fait de toute sa carrière. Alors moi, je ne suis pas coach, hein, mais je vois le mouvement. C'est tout. Je suis incapable de dire que ce qu'elle fait est bon. Par contre, je vois l'autre déstabilisée quand elle fait ce mouvement. Ça, par contre, je suis capable de le voir. Donc c'est ça que je souligne. Le reste, je ne sais rien faire. Je ne suis pas une technicienne, moi, j'en sais rien. Si le mouvement est bon, ça se trouve, il n'est pas bon. En tout cas, l'arbitre n'a pas arrêté, le juge, donc c'est que ça doit passer. C'est tout ce que je renote. Hein. Mais ce mouvement-là, je ne l'ai jamais vu faire. Mais avant d'arriver là, oui, bien sûr qu'elle n'y est pas arrivée. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, elle soit autonome et qu'elle fasse ses choix. Comme le coaching. Le coaching, il doit être dans la réassurance, le confort, mais ce n'est pas fait pour dire aux gens, à nos athlètes ce qu'ils doivent faire. Parce que, je l'ai observé souvent, l'athlète a une idée, cette fameuse intuition dont on parlait tout à l'heure. Et on dérègle complètement ça, parce que le coach va donner, vous voyez, on donne. Non, laisse-le se débrouiller. Quand il est prêt, attention, hein, je ne dis pas quand il n'est pas prêt, hein, je parle d'athlètes qui sont prêts à aller chercher ça. Et donc ils vont faire comme quand on était bébé. Au début, ils vont vaciller, ils vont être dans l'inconfort, parce qu'il faut y aller dans cette zone d'inconfort pour apprendre. Il n'y a pas d'autre zone possible. Hein. À ce moment-là, il faut y aller, et on est là pour les accompagner dans cette zone d'inconfort, mais on les pousse à y aller, et on est là. Nous, on est le filet. Si jamais ils se ramassent, on sera là. On ne leur dira pas, tu t'es trompé, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Non, on va leur dire, c'est génial. Génial. Tu as pris le risque de te planter, et c'est en fréquentant cette zone, en étant dans cette zone qui t'est inconfortable, comme un bébé qui apprend à marcher, qu'on va apprendre. Et là, on crée l'autonomie. Mais on est toujours là, même dans ce process-là, à côté. Il y a une question à droite.
pardon. Est-ce que tu pourrais être ma psy, s'il te plaît? Oui, je voulais faire, c'est autant une question et un commentaire, puis surtout vos réactions. Par rapport à la place du coach, oui, je suis évidemment d'accord avec la nécessité de la légitimité, de l'implication. Mais c'est justement ça, je trouve que c'est aussi ce qui est parfois compliqué pour un coach, parce qu'on est à fond dedans, évidemment, et c'est nécessaire, c'est de ne pas oublier que celui qui est au centre du système, c'est l'athlète, ou les athlètes. Et je pense que tout le monde l'a vécu, ce qu'a décrit un peu Yannick tout à l'heure, ce matin, ça ressemblait quand même un peu à ça. C'est qu'à un moment donné, parfois le coach prend tellement de place que finalement, c'est plus le sportif ou les sportifs qui sont au centre du système, mais ça devient le coach. Et là, je pense que c'est vraiment, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Alors bien sûr, on a tous un ego, mais il faut arriver à le mettre de côté et pas oublier pourquoi on est là. C'est pour vraiment pousser le ou les sportifs dans le système, au milieu. Ce sont eux les acteurs. Nous, on est juste là pour les aider. Je vais vous donner un petit truc. Pour savoir si vous êtes ou non au centre du système. À l'époque, donc, c'était pendant les Jeux Olympiques à peu près, hein, il était vraiment sur une bonne série d'interviews. Mon coach a balancé, écoutez, moi je suis le tronc et mes athlètes sont les branches. Bon, quand vous en arrivez là, vous arrêtez. Hein. En général, bon là, il faut replanter la graine, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Ok. Ah non, mais bon. En fait, il faut partir du principe que tout part de l'athlète, mais ça demande à ce qu'il soit déjà un minimum autonome. Donc après, ça dépend de l'âge et des années de pratique que l'athlète a. Un enfant de 10 ans, on ne peut pas lui demander d'être autonome et de nous dire tu veux aller où, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes objectifs, ok, comment tu veux t'entraîner demain, ça me paraît compliqué. Donc c'est là, à mon avis, où c'est difficile, c'est d'y aller étape par étape, mais de faire en sorte qu'à un âge qu'on considère mature pour la discipline, parce que ce n'est pas les mêmes âges pour chaque discipline, je pense, de faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Et l'autonomie, on la crée à l'entraînement. Donc c'est aux entraîneurs d'arriver à créer des séances d'entraînement qui poussent à l'autonomie. Donc, tout à fait, mais bien sûr pour l'entraînement, l'autonomie, mais ce que je voulais aussi dire, c'est que quand il y a une belle performance, c'est-à-dire pour un jeune ou un moins jeune, c'est vrai qu'il faut aussi, de temps en temps, on voit ça, l'entraîneur, on voit que lui là-dedans, quoi. Alors, ce que décrit Yannick, c'est ça, c'est le tronc, quoi. Et en fait, il faut justement arriver à s'effacer. Et l'acteur de la performance, l'acteur principal, en tout cas, c'est quand même le sportif. Il faut jamais le perdre. Enfin, moi, je trouve qu'il ne faut jamais le perdre de vue si on ne veut pas s'égarer. Juste peut-être. Alors, effectivement, vous vous doutez bien que je suis d'accord avec vous. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a un phénomène qui s'inscrit quand on est trop dans ce discours-là, avec des athlètes qu'on perd aussi parce qu'ils perdent la notion d'apprentissage. En fait, à un moment donné, ils ont le sentiment, j'ai beaucoup entendu ce discours, qu'ils y sont vraiment arrivés seuls. Vraiment, hein, vraiment. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu parce que le coach est un personnage extrêmement important dans la réussite de l'athlète. Le reste, non, mais c'est la réalité, c'est objectif, c'est comme ça. Hein, on ne peut pas discuter de ça. Sans accompagnement, c'est pareil pour moi. Moi, mes professeurs m'ont formé. Sans eux, je ne serais pas là. Je leur en suis extrêmement reconnaissant. Et même là, moi qui pratique en loisir, le karaté, si je n'avais pas mon prof, je ne serais pas là. Je n'aurais pas ce niveau-là. Donc, évidemment, il faut bien que je travaille. C'est moi qui viens à l'entraînement, c'est moi, c'est sûr. Hein, je fais des choses aussi. C'est pas mon prof qui fait tout. Mais sans lui, je ne peux pas progresser comme je progresse. C'est impossible. Parce qu'il est très bon, parce qu'il est très fort, parce que je l'adore. Donc, du coup, ça crée toute cette stimulation. Et oui, parce que la partie aussi de rencontre et la partie d'humain va jouer dans ma motivation, c'est sûr. Hein. Alors, pourtant, on n'est pas tout le temps d'accord, hein, parce que lui, il est à l'ancienne et qu'il pratique les arts martiaux des années 30, hein, à la japonaise, et que franchement, mais je l'adore quand même si on n'est pas d'accord, parce qu'il y a ce respect mutuel. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Si on perd la notion de respect, et Yannick l'a évoqué, on perd tout. S'il n'y a pas de respect, ce mot est
pas galvaudé, pour moi, il a un sens extrêmement important. Eh bien, c'est une des choses qu'il faut noter chez les athlètes de très très haut niveau, c'est le respect qu'ils ont pour tous les gens qui les ont accompagnés. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Quand on pense qu'on réussit seul, on est vite perdu. Donc voilà, c'est vrai que vous avez raison, il ne faut pas que le coach soit mis en avant parce qu'il n'a aucune raison d'être devant lorsque son athlète fait une performance, mais on ne peut pas dire non plus qu'il doit complètement s'effacer. Je pense qu'il a une place importante. On avait une question au milieu, puis on va enchaîner après. Oui, pour faire suite à ces échanges, il y a aussi la notion du coach. Vous parliez de la difficulté d'être coach, la notion du coach gourou, qui certaines fois, de par sa posture, son influence, son désir, son ego, va lui-même se positionner en tant que gourou. Mais parfois, il y a aussi l'athlète qui est encadré, qui va, malgré lui, poser le coach en tant que véritablement vrai influenceur. Et ça, c'est une vraie difficulté parfois pour les coachs. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet-là ? Je veux bien répondre. Je ne sais pas encore ce que je vais dire. Donc, dans la question, il y a l'influence. Donc, le coach qui joue le rôle de gourou, oui. Le sportif qui peut rendre le coach gourou, c'est ça ? Et le dernier point ? Non, en fait, c'est que parfois, malgré lui, le coach, s'il sort de son ego, il va justement se détacher de la relation pour ne pas tomber dans cette posture de gourou. Oui. Mais parfois, involontairement, en tout cas, c'est pas sa volonté, ça lui appartient pas, mais ça appartient à l'athlète de le positionner en gourou. Et comment le coach peut agir pour justement ne pas se retrouver malgré lui dans cette posture. Okay. Ben, là, en termes d'éthique, s'il y avait une éthique du coach, c'est de redonner le pouvoir aux sportifs dans ce cas-là. C'est-à-dire que ok, je suis un bon coach, c'est vrai que j'ai des compétences, je suis efficace avec toi, mais c'est toi qui fais la performance. Et peut-être que tu n'es pas encore tout à fait conscient de comment tu fais la performance suffisamment. Et si tu veux aller plus loin et à plus haut niveau, peut-être ce serait intéressant que tu prennes conscience de comment tu fais, comment tu crées les conditions de ta performance, qu'est-ce qui se passe pour toi. Je veux dire, donc là, du coup, si le coach ne peut pas, parce qu'il n'a pas les compétences ou il n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir accompagner son sportif là-dedans, il peut déléguer un préparateur mental, un psychologue, psychothérapeute, coach, déléguer ce travail-là dans le fait que le sportif, à ce moment-là, il a vraiment besoin, s'il veut aller loin, d'ancrer, d'intégrer son savoir-faire pour avoir confiance en lui. Parce que là, du coup, un athlète qui reporte les compétences sur son coach, il y a de grandes chances que c'est un athlète qui manque de confiance en lui. Plus de questions ? Parfois, il peut y avoir, juste terminer. Parfois, il peut y avoir aussi des projections. Dépend de l'histoire personnelle de cet athlète. Il peut y avoir, évidemment, le coach, parfois, ça devient la personne qu'on voit le plus souvent que sa famille. Donc, parfois, il a un rôle substitutif par rapport à la famille. Et donc, évidemment, c'est... Et puis, c'est tout le temps une histoire d'amour. La rencontre d'un sportif avec un sport, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire passionnelle. Une fois, j'avais fait un topo là-dessus, entre la passion amoureuse et la passion du sport. C'est la même chose, avec les hauts, les bas, des moments affreux, des moments exceptionnellement beaux. Et le coach a une place dans cette histoire. Il représente quelque chose d'extrêmement important. Donc du coup, oui, il y a des... Quand c'est excessif, là aussi c'est un symptôme. Il y a certainement derrière une carence ou quelque chose à aller chercher. Sauf si le coach ne l'induit pas, oui, il y a peut-être quelque chose aussi. Ce sont avant tout des êtres humains. Alors, je rejoins Myriam dans ce qu'elle vient de dire, dans le processus de projection, mais parfois le processus de projection contribue à la performance pendant un certain temps. Ça ne dure pas dans le temps, mais pendant un certain temps, le coach fait office de père ou de mère. Ça, c'est pas conscient, mais en tout cas, il y a un rôle qui est joué. Et ça peut contribuer, participer au processus de performance un certain temps, puis à un moment donné,
quand ça dure trop longtemps, ça peut casser. Voilà. Donc, rien n'est noir, rien n'est blanc, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ces processus-là. Et effectivement, un coach tout seul peut ne pas le voir. Voilà. D'où l'intérêt de quelqu'un qui est à l'extérieur aussi. Par l'autre. Ah, si, une question là. Oui, une question. En équitation, on a quand même spécificité majeure d'avoir 2 athlètes à gérer. On est tous pratiquants d'équitation, je pense, dans la salle. Comment, selon vous, on peut gérer l'accompagnement ou l'encadrement de ces 2 athlètes, étant entendu que le rôle du technicien, qui est ce qu'on appelle nous les coachs, serait plutôt de gérer la facette équestre pure, et le préparateur mental qui devrait lui plutôt gérer la tête du cavalier, du pilote. Comment, selon vous, on peut coordonner cet encadrement pour qu'il soit durable ? La question elle est un petit peu générale. Donc, dans ce que j'entends, il y a 2 athlètes, c'est-à-dire le cavalier et le cheval, c'est ça ? Et un entraîneur. Non, je raisonnais vraiment sur le fait qu'on ait 2 athlètes et à ce jour, un enseignant, le coach qui supervise le volet équestre et très peu le volet mental du cavalier. Ouais. Or, il y a réellement ces 2 besoins. Oui, mais si on a 2 athlètes, il faut considérer ces 2 athlètes sur toutes les dimensions. C'est-à-dire que le cavalier étant un athlète, on doit l'aborder aussi sur le plan physique, énergétique, émotionnel et mental, et technique, comme le cheval d'ailleurs. Mais ce que j'entends aussi, c'est que l'athlète qui est sur le cheval, il est aussi coach du cheval. Voilà. Et qu'à l'extérieur, il peut y avoir un technicien qui accompagne ce couple aussi. Voilà. Donc c'est une approche complexe. Et là, il peut y avoir besoin, si le coach qui est à l'extérieur, le technicien extérieur, a des compétences de communication et de coaching, tant mieux. On peut faire une pierre deux coups, c'est très intéressant, je trouve. Néanmoins, je pense aussi que le cavalier aurait besoin d'intégrer et d'acquérir certaines de ces compétences-là. Mais je pense que vous les cavaliers, vous avez déjà intégré beaucoup de savoir-faire dans la communication. Mais ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il manquait un pôle plutôt hygiène de vie, hygiène physique, préparation physique du cavalier. Alors peut-être qu'aussi, il y a peut-être à questionner le fonctionnement ou l'accompagnement ou le fonctionnement global aussi équestre, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de contraintes dans l'organisation, dans le système. Mais donc, je réponds peut-être pas totalement à la question, parce que la question autour du mental, si elle pouvait être plus précise. C'était comment, dans votre approche, vous pouvez nous préconiser une coordination de l'encadrement du cavalier, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue mental, sachant qu'aujourd'hui, le coach qui est le technicien est l'acteur clé autour du cavalier. En fait, j'ai l'impression que si tu poses la question, c'est qu'il y a la réponse qui est induite dans la question. On est d'accord ? C'est-à-dire ? Tu veux dire quoi ? C'est-à-dire que vraisemblablement, ça fait comme ce que moi j'ai connu il y a une quinzaine d'années, où on parlait du coach gourou, etc. Mais parce que notamment les choses sont faites comme ça. Parfois la tradition, c'est pas forcément, ça n'a pas que du bon. Donc peut-être qu'il serait temps de se mettre tous autour d'une table. Je sais pas trop, moi j'y connais rien. Moi, à part les chevaux de Camargue à qui tu donnes un peu du foin et tout, j'y connais pas grand-chose. Donc peut-être qu'il serait temps de se mettre autour d'une table et d'en discuter. Après tout ce qu'on a dit, nous on est aussi un peu à votre service. Hein, si vous venez nous voir en nous disant, enfin pas moi parce que je suis pas psy ou coach ou quoi que ce soit, mais si vous allez les voir en leur disant, écoutez, voilà, on a envie de se doter de tous les outils disponible pour la performance, je pense que rarement quelqu'un vous dira « Ah non, ça marche pas comme ça ». Évidemment que si, on est là pour ça, donc je pense que c'est une très bonne idée. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier soir, à très juste titre, qui m'a dit « Bon alors vous, je vous ai entendu, c'est toi qui me disais l'eau, parfois elle est calme, parfois elle est froide, parfois elle n'est pas gentille avec toi, etc. » Et nous, si on n'est pas aligné dans notre tronche avec notre mouvement, le cheval, il le sent tout de suite.
Si on n'est pas aligné dans notre attitude avec la façon dont on est, ce qu'on ressent, etc., on le ressent tout de suite. Donc vous en avez besoin. Je veux dire, c'est même pas un outil, franchement, c'est un besoin à ce niveau-là. Donc mettez-vous autour d'une table et discutez-en très sérieusement. Et voilà, si vous avez un peu de budget à mettre là-dessus, moi, j'hésiterai pas une seule seconde. Par contre, il faut le faire bien. C'est pas parce qu'on a tous les outils qu'on sait s'en servir. Alors, je vais essayer d'apporter un éclairage, mais c'est vrai que à l'équitation, c'est particulier, vous le soulignez. Hein. Donc on a un couple, mais on a aussi un coach. Mais ce couple, il est fait d'un cavalier et d'un animal qui est particulièrement intelligent, qui perçoit, qui ressent, qui va lui aussi donner ses indications de peur. Lui aussi, il peut avoir peur. Donc en fait... souvent on pense que quand on a une pratique individuelle, c'est individuel, c'est faux, c'est toujours collectif. Ça doit circuler en fait. Hein. Et l'approche, elle est à la fois sur le plan individuel, à la fois sur le plan du couple, mais à la fois sur votre plan à vous, de ce que vous percevez, ce que vous ressentez. Et donc là, c'est complexe parce qu'on a un animal qui peut avoir une réaction qui ne va pas dire en mots en plus. Hein. Il va falloir le percevoir, le sens. Là, on est sur l'intelligence émotionnelle. Il faut se connecter au cheval. Hein. Tous les cavaliers disent ça, ils le disent avec d'autres mots, pas les mêmes que les miens. Hein. Je n'ai pas votre vocabulaire, mais c'est ce qu'on entend. On entend le cheval, on vient voir le cheval, comment il est, quelle est son humeur, Mais en tout cas, à l'équitation, ce que j'ai observé, c'est qu'on s'occupe beaucoup plus du cheval. Je vous dis une banalité, mais je ne suis pas un expert dans votre domaine, et on oublie souvent le cavalier. C'est comme si c'était... Ça me fait penser aux mannequins, vous savez, qui sont des porte-manteaux. Ça me fait penser à ça, les cavaliers. Et le cheval est mis en avant. Mais je pense que là, c'est une erreur. Non pas qu'on ne doit pas mettre les chevaux en avant. Je pense que le cavalier n'est pas qu'un mannequin sur un cheval. Et il donne des indications à son cheval. C'est un vrai couple. Je trouve ça vraiment fabuleux, d'arriver à être en symbiose. Et c'est loin d'être facile. Et je pense que là, il y a un travail qui doit se faire avec le cavalier, sur sa gestion des émotions, mais sa gestion des émotions aussi du cheval, et aussi d'arriver à, au-delà de l'apprivoisement, parce que ça, vous savez faire ça, mais de comprendre, de mieux se comprendre ensemble. Et pour ça, il faut avoir une meilleure connaissance de soi, pas uniquement connaître le cheval. Parce que tout est dirigé vers le cheval. C'est extrêmement dur, votre métier. C'est horrible. C'est un métier extrêmement éprouvant physiquement. C'est beaucoup d'heures de travail. Il y a très peu de moments pour vous. Tout est autour du cheval. Mais à un moment donné, il va falloir poser les choses autrement. Vous n'êtes pas des mannequins. Vous n'êtes pas là pour porter uniquement. Vous êtes ce qui va participer à la performance du cheval. D'ailleurs, le cheval, je ne vais pas parler à sa place, mais c'est ce que j'ai entendu du cavalier, il ressent, il perçoit tout. Donc c'est extrêmement important aussi d'avoir cet axe de travail.